Bonjour à tous et à toutes, à ceux qui sont dans cette salle, mais aussi à ceux qui sont dans la salle de retransmission. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, je tiens tout d'abord à vous souhaiter à tous la bienvenue à cette séance de proclamation. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi, en tant que doyen de la faculté de médecine et médecine dentaire, de vous accueillir ici, si nombreux, pour la 177e promotion de médecine de l'Université catholique de Louvain. La proclamation de fin de cycle du master en médecine marque une étape importante dans la vie des étudiants. En effet, l'obtention du diplôme de médecin que vous allez obtenir dans quelques instants est une étape clé dans un processus de formation qui fera normalement de vous, dans quelques années, un spécialiste en médecine générale ou un spécialiste dans une des nombreuses spécialités du métier. Cette étape est importante pour vous car elle vous donne accès à une pratique, certes encadrée, mais responsable. Pour arriver à ce passage, vous avez déjà suivi un long chemin de minimum 7 ans. Ce chemin n'a certes pas été facile, mais vous avez grandi durant ce chemin. Chers étudiants, votre présence ici aujourd'hui est le résultat de votre travail. Elle est aussi le fruit de l'intervention d'autres personnes qui méritent votre reconnaissance. Je pense d'abord à vos parents, vos familles, à vos proches qui ont rendu vos études possibles. Vous devez leur en être reconnaissants. Et je tiens à les remercier d'avoir confié leur enfant à la faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain. Certains d'entre vous ont entamé leur parcours dans une autre institution. Je pense en particulier aux facultés de médecine de Namur et de Mons. Je veux associer à mon discours Je veux donc associer à mon discours le doyen de la faculté de médecine de Namur et la vice-doyenne de la faculté de médecine de Mons pour leur présence aujourd'hui. Ils ont contribué pour une grande part aussi à votre formation. Alors, votre formation, comme déjà dit, vous la devez à vous-même, à ces efforts de tous les jours. Vos professeurs, le personnel scientifique, administratif et les assistants ont pu vous diriger, vous orienter et stimuler vos apprentissages. Dans votre formation, au fur et à mesure de sa progression, la part de l'enseignement théorique est devenue plus tenue pour laisser place à un apprentissage au contact du patient. Ce patient, ce malade souffrant, a besoin d'un médecin disponible et humain. J'espère que l'enseignement que vous avez reçu dans nos murs vous permettra d'être tout particulièrement conscient de cet aspect important de votre futur métier. N'oubliez jamais que ce patient, ce malade souffrant, doit être au centre de vos préoccupations, de même que la pratique d'une médecine préventive, malheureusement pas encore assez développée dans nos cursus. Je terminerai par une phrase du professeur Rombouts qui, en 2003, donc il y a 11 ans, ici à ma place, disait, j'ouvre les parenthèses, la permanente incertitude dans laquelle vous avez fait les études, l'ambiance de compétition, en grande partie secondaire aux choix politiques, ne peut qu'avoir un effet négatif sur le processus éducatif. Fermez les guillemets. Je pense qu'il n'y a rien de comparatif aussi par rapport à ces années 2003 et que la situation est encore beaucoup plus difficile actuellement. Malgré cela, vous avez tous gardé un esprit de collaboration et d'amitié. Merci pour cela. Je vais laisser maintenant la parole au professeur Cartezer qui nous présentera son invité. Merci Alex. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen, messieurs les professeurs, chers collègues, chers futurs jeunes promus, chers parents, chères familles invitées, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'introduire l'orateur de ce jour, le docteur Thierry Janssen, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà par ses conférences et par les nombreux livres qu'il a publiés.
Après avoir été proclamé médecin de l'UCL lors de la 150e promotion en juin 1987, il a entrepris une formation de chirurgie générale puis d'urologie aux cliniques universitaires Saint-Luc, dont il est diplômé. Il a ensuite eu une activité académique comme chirurgien-urologue à l'hôpital universitaire Erasme pendant 6 ans, où il a eu une activité clinique et de recherche soutenue ayant mené à plusieurs publications scientifiques internationalement reconnues. En 1988, le Dr Thierry Janssen interrompt toute activité chirurgicale et se consacre entièrement à l'étude des liens psychocorporels. Il est psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des patients atteints de maladies physiques, enseigne à l'université Sigmund Freud à Paris et est le fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles. Il est l'auteur de 7 livres qui ont eu un grand succès, dont les 2 plus connus sont La solution intérieure et Confidence d'un homme en quête de cohérence. Tout au long de vos 7 années d'études de médecine, vos professeurs vous ont donné de nombreux outils que vous avez remis en bon ordre dans votre boîte à outils au cours des 18 derniers mois de stage. Aujourd'hui, il nous a semblé que la conférence du Dr Thierry Janssen, intitulée « Présence à soi, présence à l'autre, la clé d'une relation thérapeutique réussie », pouvait être un ultime outil à ajouter à votre boîte déjà bien pleine. Cher Dr Janssen, cher Thierry, je vous cède la parole. Est-ce qu'il fonctionne? Oui? Ah. Vous êtes magnifique. Et vous aussi. Je crois que j'aurais aimé, il y a 27 ans, bénéficier d'une cérémonie comme celle-ci, solennelle, parce que je crois que c'est très important de ritualiser les choses. C'est une façon de manifester, de matérialiser nos intentions dans le temps, dans l'espace. Et puis, c'est une façon de célébrer. Et pour vous, aujourd'hui, c'est la célébration d'une victoire, d'un accomplissement, d'un aboutissement, mais aussi d'un début, parce que tout commence. Alors, lorsque j'ai été invité à prendre la parole ici, aujourd'hui, ce qui m'émeut énormément, vous pouvez l'imaginer, puisque 27 ans, presque jour pour jour, j'étais à votre place. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que, à l'époque, avec le recul que j'ai maintenant, j'aurais aimé qu'on me dise? En fait, beaucoup de choses. Mais je n'ai que 15 minutes, donc je vais aller à l'essentiel. Et la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est la nécessité de nous rappeler que nous, vous, en tant que médecins, vous êtes le premier instrument, le premier outil, le premier remède de la relation et de l'action thérapeutique. On l'oublie trop souvent, on focalise tous sur le patient. Mais nous sommes en première ligne et le patient nous voit comme un remède. Votre bon sens, votre intuition, votre présence. La présence qui d'ailleurs fait qu'au plus on est là, présent à l'autre, au plus notre intuition se développe. Vous savez, l'intuition, c'est un drôle de phénomène qui se manifeste de manière totalement non consciente, qui traite un grand nombre d'informations que nous percevons et qui débouche sur une impression, une sensation corporelle, une émotion. C'est très difficile à justifier, une intuition, mais il faut apprendre à les écouter. C'est pour ça qu'il faut peut-être éviter de passer trop de temps devant son clavier d'ordinateur, devant son écran, et passer beaucoup plus de temps à regarder les gens, à les toucher, à se laisser informer. Et de là naîtra alors un sentiment de reliance à l'autre, une empathie. Et on dit souvent les médecins doivent se protéger. Non, l'empathie est clairement la capacité de se mettre à la place de l'autre parce que nous avons déjà éprouvé son vécu. Mais nous savons très bien que nous ne sommes pas l'autre et nous pouvons mettre la juste distance tout en nous laissant toucher par lui. Et cette empathie alors débouche sur
probablement la plus grande des qualités dont nous avons besoin, la compassion, l'envie d'aider l'autre, parce que nous connaissons ce qu'il endure, même si nous n'avons pas toujours traversé les mêmes épreuves que lui. Vous savez, la médecine est un art sacré, en ce sens qu'elle touche à ce qu'il y a de plus aigu, de plus vivant, de plus cru, de plus cruel aussi. Et dans d'autres traditions que la nôtre, on n'a pas perdu ce sens du sacré, en ce sens que l'on demande aux futurs soignants de se soumettre à une initiation. J'ai séjourné parmi des peuplades dites primaires, primitives, premières, chez les aborigènes notamment, en Afrique, en Asie aussi. Et chaque fois, j'ai pu constater que les rituels initiatiques qui permettaient à celui qui allait prendre l'autre en charge d'avoir cette légitimité, ces rituels le confrontaient à lui-même, l'obligeaient à se regarder au-dedans et à comprendre que ce qu'il découvrait là correspondait à ce qu'il y avait au dehors. Parce que le microcosme et le macrocosme se font miroir. Je pense notamment à ces Indiens Kogi que j'ai vus en Colombie, qui, une fois qu'ils sont choisis pour être le guérisseur, sont enfermés dans des grottes pendant 9 ans, des cycles d'initiation de 9 ans, dont ils ne peuvent sortir que la nuit où il n'y a pas de lune. Et lorsque l'initiation est terminée, les mamous, les guérisseurs déjà en place, leur disent « Maintenant que tu vois à travers les montagnes et à travers le cœur des hommes, tu es toi aussi un mamou. » C'est une subtile connaissance que malheureusement, dans nos formations, peut-être nous ne plaçons pas assez au centre. Cet accompagnement à la pratique thérapeutique. Donc je vous encourage tout au long de votre vie à rester curieux et surtout de vous-même. Soyez à l'écoute. Ce n'est pas si évident d'écouter. Parce que vous savez, depuis 2500 ans, dans notre culture occidentale, nous avons d'abord appris à penser. Ça n'a pas toujours été le cas. De grandes civilisations comme celle de la Chine, de l'Inde, de l'Égypte ancienne, écoutaient le monde. Et quand elles devaient en parler, elles n'avaient pas de mots, elles n'avaient que des métaphores et des symboles, car la complexité du monde est telle que les mots sont trop réducteurs. Et puis, en 500 avant Jésus-Christ, les Grecs, les philosophes grecs nous ont dit que l'être humain était en dehors du monde et qu'il devait le penser, se le représenter pour essayer de le comprendre et le contrôler. Et nous y sommes relativement bien arrivés. Vous venez de passer de nombreuses années à apprendre ce que nous avons pu analyser de la vie de l'être humain. Mais attention, ne croyez pas qu'on peut en rester là. Car à force d'analyser, nous avons tout séparé. Nous ne voyons plus la globalité. Et c'est pourtant à travers cette globalité que la vie se manifeste, à travers les liens qui relient tous les éléments de notre analyse. Il y a de nombreuses années maintenant, lorsque j'ai quitté mon métier de chirurgien et que j'ai été tout à fait de l'autre côté du mouvement de balancier avant de revenir au milieu où j'espère être aujourd'hui, j'ai fréquenté de nombreux guérisseurs traditionnels. Et un jour, j'étais au Mexique en train d'observer un homme qui s'appelait Arnulfo Olivares, qui est décédé maintenant. Et il était en train de soigner un patient. On faisait des kilomètres, des centaines de gens venaient chaque jour le voir. Les soins étaient gratuits et manifestement, ils y trouvaient quelque chose dans ces soins qui consistaient à passer les mains sur le corps des gens qui étaient allongés sur sa table de travail. Et moi, je regardais ça avec mon œil critique. Il l'avait remarqué et tout d'un coup, il me dit « Mais Thierry, entre toi et moi, quel est le plus important ?» Alors, je n'avais pas envie de rentrer dans un débat philosophique opposant notre culture scientifique occidentale et sa culture traditionnelle, beaucoup plus empirique. Et il me dit « Non, je te demande entre toi, Thierry, et moi, Arnulfo,
quel est le plus important? Alors je lui dis, écoute, c'est moi, parce que pour moi-même, j'ai un instinct de survie, et s'il y a le feu ici, je vous promets que je vous aide à sortir, mais je sauve mes fesses avant les vôtres. Il me dit, mais non, entre toi et moi, le plus important, c'est « et ». Entre toi et moi, le plus important, c'est le lien. C'est le lien entre les différentes dimensions d'un être, sa pensée, ses émotions et son corps, qui forment l'être humain. C'est les liens entre les êtres humains qui forment l'humanité, et c'est les liens entre l'humanité et son environnement qui font le monde. Ces cultures traditionnelles, nous devons avoir la curiosité de nous y intéresser. C'est elles qui nous ont amenés jusqu'ici. Ne jetons pas le bébé et l'eau du bain, laissons-nous inspirer et gardons tous les acquis de notre modernité, mais remettons un petit peu de cet esprit, de cette vision globale des choses, car toutes les grandes crises qui se profilent à l'horizon de notre civilisation viennent du manque de conscience de ces liens. Les crises économiques, les crises écologiques, on croit qu'on peut avoir une centrale nucléaire qui explose au Japon sans avoir de répercussions en Corée ou en Chine. Vous, en tant que médecin, vous êtes les garants de ces liens. Dans une société, il y a plusieurs grands piliers. Il y a le pilier de la défense, l'armée, le pilier de l'organisation des relations sociales, la justice. Il y a le pilier de la réflexion intérieure, la spiritualité, les religions. Il y a le pilier de l'éducation, de l'enseignement. Mais il y a aussi le pilier dit de la santé. Et la santé, c'est préserver cette vitalité qui se manifeste à travers les liens. Vous savez, on a souvent tendance à dire que nous vivons dans un système de santé. Je vais peut-être en choquer certains ici, mais je pense que nous vivons dans un système de maladie. Dans un système qui est en bonne santé tant qu'il y a des malades à soigner. Et vous le verrez, vous serez content quand vos cabinets de consultation, vos salles d'attente seront pleines. Vous serez content quand le taux d'occupation des lits dans les hôpitaux sera maximal. C'est une drôle de philosophie qui fait que le PIB, le produit intérieur brut des États aujourd'hui, introduit les dépenses dites de santé, que je préfère appeler dépenses de maladie, dans son calcul. Ça veut donc dire qu'au plus il y a des gens malades à soigner, au plus l'État est en bonne santé. Ça fait partie de l'économie. Et du coup, tout l'Occident, d'ailleurs, a développé cette vision-là. Nous passons beaucoup de temps à innover pour réparer, pour pallier à des manques. Et nous passons beaucoup moins de temps à promouvoir ce qui est déjà là. Nous réparons des maladies, mais nous promouvons très peu la bonne santé. J'entendais le recteur dire que, malheureusement, pas encore assez de prévention est fait. Mais vous, cette génération-là va devoir vraiment se poser la question de comment prévenir, comment enseigner, docere en latin, le docteur, celui qui enseigne les principes de bonne santé. J'entends souvent dire que l'avenir de la médecine passe par un développement technologique. Sûrement. Mais vous savez, le véritable enjeu ne sera pas technologique. Il sera humain. C'est ça qui sera le plus difficile à préserver dans nos pratiques, dans notre monde en général. Ne vous laissez pas complètement assimiler au rôle d'une machine qui traite des autres machines, des corps machines. Vous traitez des êtres humains qui sont bien sûr des corps, mais qui sont aussi des émotions, des sentiments, des pensées, des croyances, des individus indivisibles. Ne vous laissez pas non plus complètement noyer dans les tâches administratives, c'est impressionnant, je le vois, par rapport au temps où moi je pratiquais comme jeune assistant, puis comme résident et chef de clinique. J'ai vu l'évolution de la place de l'administration qui a envahi nos pratiques. Et aujourd'hui, j'entends des médecins et des infirmières me dire « mais je ne peux plus pratiquer mon métier comme je le voudrais, j'ai tellement de charges administratives à remplir. » Non. C'est nous qui devons dire non. Personne ne le fera à notre place et nous avons ce métier sacré à défendre.
Ça m'amène, pour terminer, à vraiment vous encourager à vous écouter. À vous écouter parce que vous avez, comme tout le monde, comme tous les êtres humains, comme vos patients, des besoins essentiels. Et très souvent, les médecins ont tendance à oublier ça. Il y a quelques années, je participais à un colloque au Québec où on traitait de la souffrance des soignants. Et j'avais organisé de nombreuses séances de travail avec des soignants, des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, toutes sortes de professionnels de santé. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait une grande peur chez la plupart des soignants. Une grande peur de la maladie, une grande peur de la mort. C'est normal, nous avons tous peur de mourir un jour ou de souffrir. Ça fait partie de notre instinct de survie. Mais peut-être que le corps des soignants a particulièrement peur. Et c'est peut-être ça qui nous a donné cette force, cette énergie pour faire ces longues études, parce que, je vais peut-être de nouveau en choquer certains, mais je ne crois pas qu'il faut être très intelligent pour faire des études de médecine. Mais il faut être très persévérant. Après, il vaut mieux être intelligent pour être un bon médecin. Mais au départ, on nous a demandé d'apprendre beaucoup de choses et on les a resservies. Mais d'où vient cette persévérance? Peut-être dans cette volonté de trouver dans une médecine qui se dit toute puissante la possibilité de vaincre la maladie, de faire reculer les limites de la mort. Et attention, parce que là, nous pourrions tomber dans l'illusion de la toute-puissance. Et très vite, l'illusion de la toute-puissance nous conduit à être maltraitants. Aujourd'hui, j'entends tellement de patients me raconter ce qui leur arrive dans les institutions hospitalières, où il y a plein de bonne volonté pour les aider, mais beaucoup de maladresse et finalement beaucoup de maltraitance, parce que dans l'ombre, les soignants ne se rendent pas compte que leur seule volonté, c'est cette volonté de toute puissance. Humilité, qui vient de humus en latin, qui veut dire la terre, et qui est la même racine que humanité. Une médecine vraiment humaine ne sera qu'une médecine humble, même si elle est bardée de possibilités techniques, technologiques. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de médecins souffrir de dépression, de burn-out. Écoutez vos besoins essentiels. Ne considérez pas que vos accès de colère sont anormaux. Ils veulent simplement dire quelque chose. Ne considérez pas que la fatigue doit être oubliée. Elle vous demande de vous reposer. Ne sacrifiez pas vos vies intérieures et personnelles. Vous en ferez un meilleur métier. Et je terminerai en citant Georges Canguilhem, philosophe, médecin français, qui avait écrit une thèse extraordinaire sur le normal et le pathologique. Et il nous rappelait que la maladie n'est pas quelque chose à combattre d'emblée, parce que la maladie, les symptômes, sont d'abord une tentative de la nature, une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. Il faut donc essayer de comprendre qu'est-ce qui a perturbé les situations et essayer de retrouver cet équilibre. Ça sera votre travail au quotidien pour vous-même et pour les autres. Et ce travail-là demande une grande vigilance. Soyez heureux et surtout respirez. Bonne vie à vous.
Comme vous avez pu le lire dans le programme, cette année, la proclamation se déroulera en 3 parties. Devant le nombre important d'étudiants à proclamer, nous vous demanderons de n'applaudir qu'une seule fois tous les étudiants à la fin de chaque partie. Chaque étudiant recevra les félicitations du recteur, le professeur Bruno Delvaux, du vice-recteur, le professeur Jacques Mélin, et du doyen, le professeur Dominique Van P, avant de recevoir son diplôme provisoire et d'être photographié. Nous sous-signés, président, secrétaire et membres du jury des examens constitués par les autorités universitaires pour la délivrance des diplômes de médecin. Après examen des grades obtenus dans chaque année d'études de master, après nous être assurés que chacun des étudiants ci-dessous mentionnés a satisfait aux prescriptions des lois, arrêtés et règlements organisant ses études ou ses grades, après délibération sur chaque cas, avons dressé le pressant procès-verbal, les grades octroyés. On réussit avec satisfaction. Abdelhamid Karim. Agélas Jean-Philippe. Amam Souela. Bambara Jerry. Batila Esther. Baudou Aurélie. Beckers Isabelle. Bernard Aurore. Bochouari Zineb. Boliaki Botombe Geoffrey. Bouvier France Emmanuel. Carelli Olivier. Cassina Laetitia.
Catinus Pierrick. Mademoiselle Cochet Sarah. Mademoiselle Dehon Aurélie. Mademoiselle Cordemans Virginie. Monsieur Delforge Vincent. Monsieur Delas Sébastien. Mademoiselle Delaquila Maïté. Monsieur Denis Bruno. Monsieur Deprêtre Rose de Calesberg Thomas. Mademoiselle De Smet Margot. Madame de Vichère Valérie. Monsieur Dayer Jordan. Mademoiselle Doane Nguyen Queen New. Mademoiselle Dodémon Charlotte. Mademoiselle Dussard Charlotte. Alors, Monsieur Elakmi Ibrahim, Monsieur Faller Galerno Pierre-Alexandre, Monsieur Ferrand Gabriel, Mademoiselle Forgeron Kathleen,
Monsieur Frans Guillaume, Monsieur Genot Alessandro, Monsieur Gilman Audric, Mademoiselle Goy Gombenzale, Monsieur Guifo Stéphane, Monsieur Autrive Cédric, Mademoiselle Eilemans France, Monsieur Omsi Karim, Mademoiselle Ingels Marie-Gabrielle, Mademoiselle Jacques-Émilie, Mademoiselle Yonker Camille, Mademoiselle Lambert Barbara, Madame Lambert Barbara Anne, Mademoiselle Lambert Déborah, Monsieur Leclerc Gaspard, Monsieur Lentini Morgan, Mademoiselle Léonée Ludivine,
Monsieur Lequeux François. Monsieur Marler Axel. Monsieur Masselos Gary. Mademoiselle Mboyo Marie-Pauline. Mademoiselle Ngabiré Gisèle. Monsieur Oulad Eladj Bilal. Monsieur Paco Paul. Monsieur Ramjan Zaïd. Monsieur Rachel Cédric. Monsieur Rançon Adrien. Mademoiselle Roulet Tiffany. Monsieur Samar Grégoire. Mademoiselle Scara Mozzino Lili. Monsieur Céleste Charles. Monsieur Schmitz Philippe. Monsieur Scott Jean-Luc. Monsieur Scroyen Jean.
Mademoiselle Scrève Julie. Monsieur Segers Simon. Mademoiselle Sécuicuyer Espérance. Monsieur Sibylle Louis. Mademoiselle Spoden Julie. Mademoiselle Tilleul Hélène. Mademoiselle Vandenkreuz Claire. Monsieur Van der Hofstadt Quentin. Monsieur Van Mal Louis. Mademoiselle Van Oldeneel tot Oldenzeel Pascal. Monsieur Van Stipout Kevin. Mademoiselle Vos Sophie. Monsieur Warin Aurélien. Monsieur Warnier Pierre-Axel. Vous pouvez maintenant les applaudir tous très chaleureusement.
décidé, comme son papa, de se lancer dans la merveilleuse aventure des études de médecine. Premier jour à la grande université. L'auditoire est grand, il faut choisir sa place. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Non, pas possible, ces places sont réservées. Après une fine analyse sociologique de son environnement, Pierre se rend compte qu'il y a différents types d'étudiants dans son auditoire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû sortir hier. Ouh! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû venir en cours. Monsieur, par ici, monsieur, j'ai une question. Oui, monsieur, ma question, en fait, c'est pour l'examen. Est-ce que ce sera un QCM ou est-ce qu'il faudra écrire? Parce que écrire, c'est quand même plus dur. Oh zut, j'ai pas entendu sa blague. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon Dieu, j'ai entendu blague. Qu'est-ce qu'il a dit? Et franchement, c'est naze. On se casse? Ouais. Tu chaufferais une belote? Ok, on appelle Marie et Georges. Les premiers cours commencent et les leçons s'enchaînent. Le petit Pierre se rend vite compte qu'il y a différentes manières d'enseigner la médecine. Sur le plan hémodynamique, le second stade de la fièvre est caractérisé par les réactions physiologiques suivantes. Le débit sanguin total est augmenté. Le débit sanguin reste élevé dans le foie et dans la rate. Les résistances du reste du réseau digestif se normalisent. Les débits sanguins cérébral, rénal et coronaire sont augmentés. Les petits students, les retardataires, là, il reste de la place devant. Pour un patient qui présente une grosse infection, il faut voir cette pathologie comme une guerre entre les méchantes bactéries et les gentils petits globules blancs. Pour commencer, il faut toujours examiner un patient en se plaçant à sa droite. Percussion abdominale. Examen force motrice. Toucher rectal. Tiens, un élève essaie de prendre la parole. Qui est-ce? Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, je suis le délégué. Je voulais juste vous dire que les syllabis sont disponibles au CIB. Pierre arrive au CIB. La file est longue. Sorry, y a plus de syllabus, on va vous les envoyer chez vous, désolé. Mes syllabis sont-ils arrivés? Page après page, Pierre assimile la matière et il gravit la montagne de connaissances à acquérir. Ouh, enfin le sommet! Ah, c'était fatigant. Les années filent, arrive le grand mammouth, l'examen de fin d'études. Voici venu le temps des examens et son lot de questionnaires à choix multiples.
Vous voyez un patient qui est malade. A. Vous mesurez sa température. B. Vous prenez sa température. C. Vous appréciez sa température. D. Vous évaluez sa température. E. Vous estimez sa température. Dans notre cohorte publiée en 2012, quel était le taux de récidive à 5 ans des néo-ovariens au stade 3C selon FIGO 2009 A. 13%, B. 15%, C. 17%, D. 17,4%. Justin, 71 ans, arrive aux urgences pour une altération de l'état général. À l'examen clinique, vous trouvez Glasgow à 15, Romberg négatif, Kernig négatif, Babinski négatif, Burdzinski négatif, McBurney négatif, Rovsing négatif, Murphy négatif, Hoffman négatif, Lasseg négatif, Omans négatif, Thompson négatif, Bixolpike négatif, Fukuda négatif, Barré négatif, Mingazini négatif, Barlov négatif, Ortolani négatif, Job négatif. Parmi toutes ces prises en charge fausses, laquelle est la moins vraie? A. CT du rocher car VPN faible du test n'exclut pas un VPPD. B. Appendicectomie de principe car p-value inférieur à 95%. C. Dosage du GFR, puis un traitement par HBPM, relais AVK, puis contrôle INR. D. PL avec recherche PCR du HSV dans le LCR. E. Placement NRS, OPA sur son compte BBL et retraite dorée en RDC. Après un combat acharné, Pierre est enfin arrivé à bout de ce mammifère préhistorique. Du haut de sa tour de savoir, il doit maintenant choisir sa voie, parmi les nombreuses orientations médicales. Rendez-vous dans 10 ans. Nous allons maintenant procéder à la remise des premiers prix, des 3 premiers prix. Le prix de l'Académie royale de médecine de Belgique est remis à 3 lauréats ex aequo par le professeur Jacques Melin, vice-président de l'Académie. Merci. L'Académie royale de médecine de Belgique, sur proposition de la faculté de médecine de l'UCL, a décerné 3 prix destinés aux meilleurs étudiants-chercheurs de cette année académique. Lancelot Maric, Victoria van Regenmoorter et Antoine Christians. Toutes nos félicitations au nom de l'Académie. Le prix de l'école de médecine de l'UCL est remis à la lauréate par le professeur Stéphane Clément de Cléty, président de l'école. La lauréate du prix de l'école de médecine est mademoiselle Elsa Raguzzi pour son travail de mémoire de recherche clinique intitulé « Évaluation de l'équilibre glycémique et de ses déterminants chez les patients diabétiques de type 1 durant la transition entre la consultation pédiatrique et adulte ». Nous lui remettons ce chèque, sommes très heureux pour elle. Juste un petit arrêt pour la photo, oui.
Alors, le troisième prix, le prix du Centre académique de médecine générale de l'UCL, est remis par le docteur Didier Duboulet, président du Centre. Alors, le lauréat du prix du Centre académique de médecine générale est Monsieur Alexandre Stouffs. Pour son travail de sésame intitulé « Enjeux juridiques et éthiques dans la relation médecin-patient », et nous lui remettons ce chèque d'un montant de 1 500 € et nous le félicitons très chaleureusement. J'invite à présent Monsieur Sébastien Delas, futur jeune promu et futur jeune ancien, à prendre la parole au nom de l'Association des médecins alumni de l'UCL, plus connue sous le nom de l'AMA-UCL. Chers amis, chers confrères, je ne prétends pas faire le discours de mes collègues étudiants, mais aujourd'hui, j'ai la tâche de vous parler de l'association AMA, une association qui réunit les anciens et dont le bureau m'a chargé d'en faire la promotion. Comme ancien, oui, depuis 10 minutes, je m'en tiendrai à une brève présentation de cette association. Pourquoi une association de médecins ? Déjà, pendant nos études, nous avons appris à nous connaître et à collaborer, que ce soit pendant nos stages ou simplement pour les examens. Nos aînés nous ont montré qu'une bonne pratique médicale nécessite d'être en interaction avec plusieurs disciplines. On nous a aussi montré l'importance, et je pense que vous êtes tous d'accord, d'être proches les uns des autres. Mais il faut s'en donner les moyens. Il est en effet précieux et enrichissant de rester proche de son université pour y retrouver des collègues, des amis, ses professeurs et un enseignement. Une suite logique de la formation qu'on a reçue. Cette association existe depuis plus de 100 ans. Elle s'occupe de différents projets dans le but de resserrer les liens qui unissent entre eux les médecins. La MAUCL organise des congrès dans le cadre de l'enseignement continu universitaire, les congrès EQ, qui proposent des formations dans le domaine éthique ou en économie de la santé. Par ailleurs, elle publie 5 fois par an une revue qu'on appelle AMA Contact, qui aborde des sujets très diversifiés, qui touchent notre profession avec un autre regard. Dans cette revue, vous trouverez des témoignages d'anciens sur leur parcours ou une présentation de souvenirs et anecdotes qui ont marqué l'histoire de la médecine. Vous trouverez également des conseils précieux sur la pratique de la médecine fournis par des personnes d'expérience qui nous éviteront certaines erreurs, à nous, les nouveau-nés dans la pratique. L'AMA contribue en outre à faciliter, à encourager les recherches scientifiques en médecine, notamment par le prix Jean Sonnet, en hommage à un grand médecin de l'UCL, et à établir, à maintenir ou améliorer les relations entre les professionnels de l'art médical et les personnalités académiques, civiles et politiques. L'AMA sponsorise aussi d'autres activités, comme l'aide à la célébration de nos anniversaires, de promotion, je précise certaines années, et le parrainage à la carte des étudiants. Ces rencontres à la carte, que l'AMA organise en premier et deuxième master, permettent aux étudiants de découvrir des pratiques médicales les plus diverses. La médecine générale est un exemple d'actualité, avec de plus en plus de maisons médicales qui se développent. Ayant moi-même participé à ces journées découvertes, j'ai pu, par exemple, mieux évaluer ce qui me correspond et ainsi choisir ma future orientation avec plus de confiance. C'est sur le terrain que nous pouvons mieux nous rendre compte que la profession de médecin est exigeante, mais combien variée et passionnante. L'AMA a également créé un forum informatique, le MED-UCL, où elle offre la possibilité aux praticiens de s'informer et de poser des questions auxquelles les spécialistes de différentes disciplines peuvent répondre.
Cet échange permet d'avoir une plus grande proximité entre le monde hospitalier et le monde ambulatoire. Si vous souhaitez adhérer à cette association de l'UCL ou que vous souhaitez vous abonner, il faut savoir que l'AMA nous fait le cadeau de réductions très avantageuses sur l'abonnement et l'inscription à la revue. Pour terminer, vous l'avez compris, je n'ai plus qu'une chose à vous conseiller, devenir un bon amateur. N'oublions pas l'AMA, adoptons-la. Merci pour votre écoute.